Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures du mois de janvier. Et j'ai commencé janvier en voulant avoir un coup de cœur. J'ai cette étrange manie de me dire que la première lecture de mon année va dicter le reste de mon année. Donc, j'ai souvent envie de trouver un coup de cœur pour la première lecture. Et c'est ça que je voulais faire, c'est ça que j'espérais avec ce livre-là, qui se nomme Même pas morte de Geneviève Rioux. Si vous êtes sur les Instagram, en tout cas sur les mêmes comptes que je suis, vous l'avez sûrement vu passer. Il était dans plusieurs tops de fin d'année. Toutes les personnes qui le terminaient étaient comme « Wow, coup de cœur, ça fesse et tout ». Donc, je me suis dit, il y a vraiment beaucoup de chances que ça soit l'un de mes coups de cœur à moi aussi pour l'année 2025. De quoi ça parle? On va suivre Steph qui va être une victime de tentatives de viol et d'agression physique. Comme au tout début, on va vivre ce moment-là avec elle, puis par la suite, on va vivre sa reconstruction, mais tous les aspects aussi médicaux qui se passent après un événement aussi tragique et aussi bouleversant et aussi gros. L'aspect judiciaire de la chose, parce que forcément, on cherche à savoir qui aurait fait ce crime-là envers elle, c'est qui l'agresseur. Et ça va devenir un petit peu, à la fin, un genre de thriller pour essayer d'attraper cette personne-là. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? On ne peut pas être de glace par rapport à un sujet aussi lourd. C'est une histoire qui découle vraiment de l'autrice, donc tu sais, ça sent l'autofiction, ça sent le vécu et même c'est nommé. Donc, la quantité et la qualité des détails frappent de cet ouvrage-là. On est habitué, je pense, à lire des scènes d'agression physique, sexuelle et tout, mais moi, ce qui m'a vraiment happée, c'est tout ce qui était le après. Plein de petits détails auxquels on pense pas. Nettoyer l'appartement, mais comme le fait que elle, dans les premiers jours, les médecins et tout ça prennent soin de ses coupures, de son corps, mais pas nécessairement genre de son hygiène et tout ça. Le fait que ses cheveux sont pleins de sang, comment on lave ça. Il y a comme plein de petits détails que tu peux imaginer, mais qu'on sent là, que c'est le vécu, puis ça touche notre imaginaire en même temps que ça nous frappe parce que c'est là, dans notre tête. On ne peut pas l'imaginer. C'est très bien expliqué. Je pense que ça, c'est une force de l'ouvrage. L'écriture, c'est une belle écriture avec un beau vocabulaire, un ton quand même assez familier. On a la narration qui est comme dans la tête de la protagoniste, qui parle aussi un petit peu à l'agresseur, ne sachant pas tellement c'est qui et il est où. Puis on va évoluer avec notre protagoniste tout au long du livre par rapport à ça. Moi, ça a été vraiment une histoire que j'ai lue en une journée. J'ai trouvé ça vraiment touchant, bouleversant de par les sujets. Puis, c'est ça, vers la deuxième partie, on connaît c'est qui la personne, mais il y a un petit peu un jeu du chat et la souris de est-ce qu'on va être capable de le coffrer parce que c'est quelqu'un d'assez narcissique, manipulateur. Il est très consciencieux, il fait très attention à ce qu'il fait et il va pas parler facilement. Donc, c'est des genres de personnages qui font assez peur. Un petit peu de près ou de loin, si je peux vous donner une image, au gars de You dans Caroline Kepnes, Joe Goldberg, parce que, tu sais, c'est quelqu'un qui se sent très victime, qui voit vraiment pas c'est quoi la problématique par rapport à ce qu'il fait. C'est pas elle la victime dans sa tête à lui, c'est lui, tu sais. Donc, ça, c'est vraiment un jeu quand même complexe d'interagir avec ces personnes-là, surtout lorsqu'ils sont pris fautifs. Ils vont avoir tendance à vraiment manipuler, puis à mentir, puis à jouer avec les codes du langage, puis avec les émotions de l'autre. Donc, ce sont vraiment des personnes désagréables là, au total parce que c'est vraiment intelligent, c'est vraiment très rationnel. Je pense que ça, c'est une des choses qui m'a le plus touchée parce que je voyais complètement le profil de l'agresseur, puis j'étais comme « Ah! » Genre, c'est un des pires profils. Donc, cette histoire-là, vraiment, une histoire coup de poing, forcément le sujet, mais tu sais, de la façon que c'est écrit aussi. J'ai eu deux petits hicks, je vous dirais. Le premier, il est minime. La protagoniste s'appelle Stéphanie, puis dans la narration, très, très, très souvent, on utilise le diminutif Steph. Puis je trouvais ça un peu étrange. La narration, c'est un petit peu le monologue interne de Stéphanie, puis je trouvais ça bizarre qu'elle se nomme elle-même Steph, ou que la narration, qui est un petit peu parfois plus externe, la nomme Steph. J'aurais préféré qu'on l'appelle autrement, là, Livia, ou qu'on utilise tout le temps Stéphanie. J'imagine que c'était pour éviter les répétitions, mais je trouvais ça un petit peu bizarre, l'aspect très familier de tout ça. Et l'autre chose, mais celle-là, ça m'a vraiment beaucoup plus dérangée, c'est l'utilisation du « toi », parce que
La narration, elle parle à l'agresseur à plusieurs reprises et explique certaines choses du processus, puis comment ça s'est passé, puis un petit peu qu'est-ce qui était dans les pensées de la victime, qu'est-ce qui était dans les pensées de l'agresseur. Et à toutes les fois qu'elle fait référence à lui, elle dit « toi ». T-O-I-E, accent aigu. Et ce qui est étrange, c'est que, la narratrice, elle a vraiment pas beaucoup d'émotions tout au long de ce livre-là. Donc, le fait d'utiliser « toi », ça dénote un petit peu de la rage qu'on ne voit jamais dans cet ouvrage-là. Elle n'a jamais d'effusion d'émotions, de la tristesse, de la colère, jamais ça. Donc, le « toi », si c'était tout le temps en colère, je l'aurais mieux pris, mais là, je suis comme, ben... L'autre chose avec le toi, c'est que le vocabulaire, il est quand même international, familier, mais pas grossier. Fait que ça sort un petit peu de nulle part. C'est très poli, même si elle nous explique ce que l'agresseur lui a fait vivre ou un petit peu comment lui il pensait. Ça dépasse jamais le bon goût, c'est pas trash. Donc, le toi, il sort vraiment d'un petit peu de n'importe où. Si c'était dans un dialogue, puis il y avait certains mots qui étaient écorchés, dont le toi, on dirait que ça passerait plus dans le personnage, mais là, ça fonctionne vraiment pas. Je suis pas une éditrice. Je comprends que le « toi » faisait peut-être trop poli, genre « toi qui me fait ça, toi qui me fait ça ». J'aurais mis un T majuscule peut-être avant d'utiliser le « toi ». Le ton le permet vraiment pas. Puis ça a vraiment été difficile pour moi. C'est pas le genre de détail qu'habituellement je relève, mais là, à toutes les fois que je le lisais, là, ça me sortait vraiment du personnage, ça me sortait de l'ambiance, de l'émotion dans laquelle la protagoniste allait, puis elle nous met. C'était comme très poli, très factuel, puis là, toi, puis j'étais comme « Ah! » J'haïssais ça, je trouvais ça désagréable. Je comprends peut-être le pourquoi, mais je pense pas que c'était la manière la plus efficace de le faire. Ça jurait vraiment dans le ton. Ça m'a empêché définitivement que ce livre-là soit dans un de mes coups de cœur de l'année. Je serais bien surprise que ça arrive. Si ça arrive, c'est parce que j'ai lu vraiment moins de choses bonnes. Ça serait vraiment triste. Puis c'est vraiment pas parce que l'ouvrage est pas bon. Il fait, je l'ai lu en une journée, puis je l'ai terminé en soirée, puis j'en ai même rêvé. J'ai fait un rêve qu'il y avait plein de gens qui me surveillaient parce qu'il y a quelqu'un qui me voulait du mal, puis il y avait quelqu'un qui faisait vraiment attention à moi, puis que comme ses câlins me faisaient vraiment du bien. Puis je me suis réveillée le matin, puis j'étais comme « Oh my God! » J'ai vraiment comme mon subconscient travaillé dans cette histoire-là. Les détails sont tellement forts, puis on peut pas, en tant que femme, ne pas se sentir appelée, interpellée par cette histoire-là, et aussi par le fait que comme on a vraiment peu de contrôle par rapport à des gens aussi manipulateurs, aussi sournois, insidieux, une fois que comme quelqu'un qui devient obsessif envers toi, c'est tellement compliqué de se ressortir de ça. Ah! Ça donne froid dans le dos, définitivement. J'ai lu Une chanson à la fois d'Émilie Turgeon. Donc, j'ai utilisé ma liseuse. Et cette histoire-là, écrite par Émilie Turgeon, publiée chez De Mortagne, je l'avais vue passer en premier, je pense, c'est ma biblio perso qui m'en avait parlé. Et je pensais que c'était plus jeunesse, jeune adulte, parce que De Mortagne, actuellement, ils font pas tant d'ouvrages adultes, mais ça serait une nouvelle collection de Mortagne qui est comme réconfort, puis qui est pour un public adulte. J'avais entendu des bons commentaires sur ce roman-là. J'ai décidé sur un coup de tête de le lire, puis ben, ma liseuse est un bon atout pour ces livres-là que je n'arrive pas à trouver de manière physique ni du côté d'Ottawa ni du côté de Gatineau. Donc, j'ai réussi à l'emprunter de manière numérique. De quoi ça parle? Eh bien, ça va se passer quand même sur un long temps. Attendez, là, je vais essayer de trouver un bon résumé pour expliquer cette histoire-là. On dirait que comme je ne sais pas ce qui est un divulgateur puis ce qui ne l'est pas. Notre protagoniste, Samuel, est rendu à l'âge adulte. Son ami Joseph va lui parler de faire, tu sais, des playlists, 7 chansons qui te représentent ou quelque chose comme ça. Puis, sur le coup, ben, il ne sait pas trop quoi choisir pour lui. Il va décider de choisir de trouver 7 chansons reliées à une fille qui s'appelle Christina. Et qui est exactement Christina? Eh bien, lorsque lui était au primaire, environ 9-10 ans, cette jeune fille qui était du même âge que lui, Christina, est apparue dans sa vie. Elle est déménagée, puis, ben, elle vivait dans une famille assez
pauvre de plusieurs aspects. Puis sa famille l'ont comme pris sous leur aile. Donc, Christina a fait partie de la vie de Samuel pendant plusieurs années. Puis, un beau jour, pour des circonstances X, Y, Z, elle est disparue de sa vie. Donc, rendu à l'âge adulte, aujourd'hui, il est comme un petit peu nostalgique. Puis, il a décidé d'écrire ce post Facebook, de choisir 7 chansons qui représentent le parcours de Christina dans sa vie. Ça, c'est le point de départ. On va retourner en arrière, mais il va y avoir aussi le futur par la suite dans ce roman-là. Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'étais vraiment investie dans cette chanson. Je vous ai-tu dit le titre? Une chanson à la fois? Je suis vraiment pas une grande fan de l'aspect musical dans les ouvrages parce que je lis en silence. Ou tu sais, s'il y a du bruit, ça va, mais je suis pas capable de lire en écoutant de la musique, particulièrement pas s'il y a des paroles. Je trouve que la musique, elle était tellement bien intégrée à cet ouvrage-là que j'avais juste envie de prendre en note les chansons. Puis en fait, même à un certain moment, j'ai commencé à les écouter là, super volume bas, là, pendant que je lisais les chapitres, parce que même si je connaissais pas nécessairement les chapitres, il y avait comme une explication des paroles et de la raison pourquoi cette chanson-là est là en fonction de l'histoire. Je trouvais que c'était vraiment bien construit, que l'ambiance était vraiment bien faite, c'était on point. Il y avait quelque chose dans l'écriture qui sonnait vrai, qui donnait envie de s'attacher, qui nous imprégnait dans l'histoire. On suivait le petit Samuel, on était impliqués dans cette relation-là avec Christina, puis avec sa famille, puis le fait qu'au moins avec la famille de Samuel, elle était bien intégrée, puis elle était bien. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui me donnait envie de suivre cette histoire-là, puis d'en savoir plus, puis d'être avec eux, puis de tourner les pages. Je l'ai comme lu en 2 moments. Je l'ai juste dévoré. La première partie, j'ai lu comme 50% du livre, puis après ça, j'ai lu jusqu'à la fin. J'ai trouvé la fin un petit peu moins forte que le début. Le début, je me suis dit, mon Dieu, ça allait être un coup de cœur. Je pense que rétrospectivement, en ce moment, je vous dirais que c'est une bonne lecture. Je serais surprise que ça aille dans mon coup de cœur de fin d'année, mais j'ai quand même vécu des belles émotions. J'ai trouvé que c'était bien écrit, qu'il y avait des sujets intéressants, qu'on avait des protagonistes matures. Il y avait une petite chose à la fin que j'ai vue arriver, puis j'aurais préféré pas le voir. Donc, tu sais, il y a des petites choses comme ça, mais ça a vraiment été une super bonne lecture. Je m'attendais pas à ça. Tu sais, j'avais entendu des bons commentaires, mais c'est pas parce que tu entends des bons commentaires que ça te touche nécessairement. J'ai beaucoup aimé cette histoire-là, toutes les thématiques abordées, la manière que c'était fait, les protagonistes, tous les personnages qui étaient mis en scène, même s'il y en avait plus comme 3 ou 4, Samuel, Christina, peut-être sa mère, son père. Donc, au final, vraiment une super bonne lecture. Et je continue avec L'héritage du grand chêne de Louise Caron. Moi, je devais lire pour des obligations celui-là, mais je me suis rendu compte que c'est comme un tome copain à une série qui s'appelle Le Grand Chêne. Je ne sais pas exactement le titre, mais il y a Le Grand Chêne qui est impliqué là-dedans. Je pense que c'est À l'aube du Grand Chêne. En tout cas, il y a un titre par rapport au Grand Chêne, puis c'est quand même les mêmes personnages. Je pense qu'ici, on est comme dans la progéniture de nos 2 personnages principaux qui sont Marie-Angélique et Nicolas. Mais je pense que dans les autres tomes, c'est comme le début de la rencontre de Marie-Angélique puis de Nicolas, puis leurs jeunes années, lorsqu'ils vont devenir parents. Donc, je pense qu'il y a quand même le avant. Ici, ils sont des parents déjà avec beaucoup d'enfants, puis même des petits-enfants. Bien, beaucoup, il y en a 4. Anne, Judith, Jean, Samuel, puis Pierre. 4 enfants, puis il y en a qui ont des petits-enfants déjà. De quoi ça parle? On va les suivre. On est à la fin du 17e siècle, 1790. Et Nicolas veut retourner au Québec. Au départ, c'est parce qu'il dit qu'il y a quelqu'un de sa famille qui lui a légué une maison. Eux, ils habitent à La Rochelle, en Europe, depuis 30 ans. Au départ, ils habitaient au Québec. C'est là que Marie-Angélique et Nicolas se sont rencontrés, mais Marie-Angélique a voulu déménager, ou Pierre a voulu déménager, il me semble que c'est elle. Ils se sont rendus jusqu'à La Rochelle. Là, au niveau politique, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, le tout est incertain. Il y avait encore la monarchie, le roi, mais là, de plus en plus, il y a des personnes qui sont pas contents, il y a comme une espèce de révolution. Tout l'aspect politique de la chose est quand même complexe. Et c'est ça. Nicolas veut retourner au Québec. Donc, il va retourner au Québec avec sa femme Marie-Angélique et leur plus jeune fille, qui n'est pas encore majeure,
Anne, tandis que les 3 plus vieux enfants, Jean-Samuel, Judith et Pierre, vont rester à La Rochelle. Outre le fait qu'ils vont être séparés par un océan, puis que les communications sont quand même pas ce qu'ils sont en 2024, donc ils vont pouvoir se communiquer par lettre qui va prendre plusieurs mois à arriver d'un côté et de l'autre. Tu sais, la situation semble être correcte pour les 2 côtés, les 2 portions de la famille, mais il va se passer au niveau politique des enjeux, puis ça va un petit peu tout mettre en péril, particulièrement les enfants qui sont restés à La Rochelle. Je vais rester là. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? Bien, je suis quelqu'un qui aime vraiment, de façon générale, les romans historiques, et ici, ça n'en fait pas exception. J'ai aimé découvrir La Plume de Louise Caron, que je ne connaissais pas. Je trouve que c'était fluide, que ça se lisait bien. On s'attache aux personnages, même s'il y en a beaucoup. Tu sais, Nicolas, Marie-Angélique et les enfants, même s'il y en a beaucoup, bien, on arrive à distinguer qui est qui, puis les relations entre qui. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. On comprend aussi le contexte politique, les enjeux d'un côté et de l'autre, les opinions aussi politiques différentes des enfants ou entre les parents, les religions, la foi aussi, les croyances religieuses. Donc, c'est quand même un portrait assez complexe de cette époque-là, au niveau de beaucoup de choses, des individus, mais aussi de la société. Donc ça, je trouve que c'était bien campé, qu'on comprenait exactement les enjeux de tout le monde et les enjeux de la société par rapport aux individus. Chaque personnage, c'est à quoi il aspire, puis comment il veut y arriver, puis sa personnalité. Donc ça, c'était vraiment bien fait. J'ai trouvé que l'histoire, elle était bien construite aussi. Même si j'ai pas lu les autres tomes, rapidement, j'ai compris la dynamique, j'ai compris comment ça fonctionnait, les personnages et tout. Donc je me suis pas sentie biaisée parce que j'avais pas lu le reste de la série. Quoique je suis certaine que si j'avais lu les autres tomes, je serais plus investi quand même dans l'histoire de Nicolas et de Marie-Angélique. Mais malgré tout, Nicolas, tu sais, c'est un homme sensible, doux. J'ai vécu beaucoup d'émotions avec ce personnage-là. Je l'aimais bien. Je pense que c'est lui auquel je me suis le plus attachée, mais il se passe quand même plusieurs choses. Puis je trouve que c'est vraiment un personnage tout doux. C'est pas un personnage masculin qu'on voit énormément, particulièrement pas dans cette époque-là. Donc, je trouve qu'il était rafraîchissant. Et c'est ça, c'est une histoire que j'ai bien aimée. Je trouve que l'histoire, elle était pleine de rebondissements, qu'on va quand même assez rapidement dans les différentes actions, mais ça permet qu'il n'y a pas de moment trop lent. Donc, ça permet une bonne lecture de l'histoire puis un bon déroulement. Donc, c'est une histoire que j'ai aimée les thématiques, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'écriture. Au final, ça a été une belle rencontre. J'ai lu Avide de Myriam Vincent. Dans ce livre-là, on va suivre Ève. Donc, Ève, c'est une fille qui est sortie des études puis qui travaille dans son domaine et elle est, ma foi, blasée. Son travail, elle compte minute par minute tout ce qu'elle fait parce que le temps paraît tellement long. Une journée de travail, c'est une journée de torture. Elle n'a aucun intérêt d'être là. Tout est difficile, même si c'est un domaine dans lequel elle a étudié, elle se sent prise, elle se sent emprisonnée, ça va pas. Ève va entendre parler d'une chasse au trésor, donc une millionnaire, une milliardaire qui a caché quelque part dans le Canada des tableaux qui valent très, 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 très cher et qui trouveront ces tableaux se verront gagner 1 million de dollars. Donc, Ève voit ça passer puis se dit, bon, c'est peut-être ma chance pour me sortir de la misère dans laquelle je suis actuellement, dans l'espèce de dead end dans lequel je suis. Elle décide de démissionner et de partir faire de la randonnée sur les chemins pédestres du Canada. Donc, on va la suivre sur la route, en train de marcher dans les sentiers pédestres. On va la trouver aussi. On va avoir un deuxième point de vue qui est heure par heure, une journée typique dans sa vie à son travail. Et il va avoir une troisième narration qui est Ève dans des entrevues, dans des talk shows mythiques super popularisés parce qu'elle aurait gagné le trésor. Puis ça, c'est pas un divulgateur. Les chapitres s'alternent. Donc, dans les premiers chapitres, vous avez une vision de Ève qui aurait supposément gagné le trésor. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? Au départ, j'ai eu un petit peu peur parce que moi, tout ce qui est livre de voyage ou de randonnée ou d'aller quelque part
où on ne sait pas trop où aller, tu sais, de se déplacer. Souvent, c'est pas trop mon affaire, c'est pas trop dans ma talle. Donc, j'avais un petit peu d'appréhension lorsqu'on est parti là-dedans, même si je l'avais lu. Tu sais, je ressentais que ça pouvait être un thème, une thématique qui n'était pas dans mes cordes. Mais l'écriture de Myriam Vincent, elle est vraiment facile à lire. Puis Myriam Vincent, elle avait fait ça aussi dans son autre ouvrage, Furie. Le fait qu'il y a comme 3 narrations, ça fait en sorte que les chapitres sont pas trop longs. Ça fait en sorte qu'il y a une bonne respiration, puis qu'on change, on alterne, tu sais, très souvent de ce qu'on est en train de lire. Donc oui, on est en train de marcher en randonnée. Là, après ça, il y a une entrevue. Là, il y a après un mini-chapitre de 1 heure de sa vie. Donc, il y a quelque chose qui fait en sorte que le rythme est vraiment bon dans ses ouvrages à Myriam Vincent. En tout cas, des 2 sur 3 que j'ai lus, il y avait ça en commun. Puis le rythme, ça se lit vraiment tout seul. Pour une brique de 420 pages, j'ai lu ça en quelques journées. Donc ça fonctionnait. Puis ma peur que j'avais au départ de trouver les moments où elle marche très, très long, bien, je vous avouerais qu'on n'est pas à observer la végétation, même si c'est ça que la protagoniste fait, mais on n'est pas dans le descriptif. Il y a toujours de l'action, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc mes craintes se sont estompées très rapidement, puis ça allait bien. Je voudrais que jusqu'à la page 300, j'ai comme dévoré ça, puis ça allait vraiment bien, j'aimais ça. Puis autour de cette page-là, ben en fait, la protagoniste, Ève, va devenir de plus en plus désagréable. Elle va rencontrer sur sa route une fille qui s'appelle Jade, puis elles vont tomber en amour. Puis Jade, elle connaît pas cette histoire-là de chasse. C'est une petite âme pure et naïve qui aime tout simplement faire la randonnée. Donc, elles vont se pairer ensemble, puis elles vont avancer, faire un petit bout de chemin. Et ce que Jade a que Ève n'a pas, bien des choses, mais Jade vit dans un milieu aisé. Ses parents, ils ont beaucoup d'argent. Elle aussi par rebond, par héritage, même s'ils sont encore en vie. Donc, c'est une fille dans un milieu aisé qui n'a pas d'enjeu, de problème d'argent. Et ça, Ève, ça va être vraiment quelque chose sur lequel elle va mordre très, très souvent. Les inégalités sociales, oui, mais comme Ève spécifiquement, comme si elle était la représentante de toutes les personnes qui ont bien de l'argent. Il y a quelque chose que j'ai trouvé difficile avec ce roman-là, puis c'est là que j'ai commencé à trouver ça moins drôle, c'est que je trouve que le propos est vraiment important, le propos est vraiment intéressant, intelligent. Parler des inégalités sociales, parler de comment la structure, le capitalisme est fait et qui fait en sorte que les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent restent à avoir pas beaucoup d'argent, puis les personnes qui en ont beaucoup continuent à en avoir beaucoup, puis que le système n'est pas fait pour équilibrer. Donc ça, je trouve que c'est quand même important, puis il y a plein de choses qu'elle disait, il y a plein de monologues qui étaient bien portés, mais j'aimais pas de la façon que c'était fait parce que c'était tout en train d'être craché d'en face à Jade, alors que Jade est juste là, individuellement, elle peut pas changer grand-chose, puis elle voulait juste marcher, elle, faire une randonnée en paix, puis là, elle est tout le temps en train de se faire engueuler par Ève. Fait que, tu sais, rendue à ce moment-là, j'étais comme, je trouvais plus ça drôle, là. J'étais comme, arrête, c'est vraiment désagréable. Puis au fur et à mesure du roman, comme sa patience, elle devient de plus en plus courte, puis de plus en plus, elle tombe sur la tête à Jade, puis j'étais comme, non, ça passe pas. Puis pourquoi j'ai trouvé ça si désagréable, c'est que le propos est important, mais on le fait porter par une protagoniste qu'on finit par détester. Donc, j'étais comme, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Parce que je suis sortie de ce livre-là avec un énorme sentiment mitigé. J'ai trouvé que ça se lisait super bien, c'était fluide, c'était efficace et tout. Protagoniste, même si je n'étais pas grande fan d'Ève, j'aimais bien Jade, mais tu sais, j'aimais ce qui se passait, je les suivais et tout ça, la petite quête, puis les petits enjeux qu'elles vont rencontrer. La thématique principale, les inégalités sociales, ben je trouve que ça aurait dû être un thème qui est porté par quelqu'un qu'on apprécie, par quelqu'un qu'on aime, faire en sorte qu'on veuille nous aussi porter ce sujet-là à bout de bras, alors que là, ce sujet-là, qui est ma foi important, est porté par une protagoniste qui, à la fin de ce roman-là, je détestais complètement. Fait que j'étais comme... J'étais malaisée. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? C'est de même que j'ai fini mon livre. Je m'attendais à une finale particulière parce que Myriam Vincent, c'est un petit peu sa signature de ce que j'ai vu dans les 2 livres sur 3, donc je m'attends peut-être à ça dans le 3e livre, on ne sait pas. Donc je m'attendais à quelque chose par rapport à la fin, puis tu sais, il y a quand même un build-up et tout, puis on voit les pages passer, fait qu'on se dit, il va bien se passer quelque chose. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi... Je veux pas faire de divulgateur, là, mais aussi abrupt, on va dire ça ainsi, pour pas trop dévoiler. Mais je n'étais pas surprise, sauf que à la fin, c'est ça.
c'est vraiment le goût qui m'est resté que j'appréciais pas. Puis là, ça fait en sorte que mon appréciation globale de ce roman-là, je sais pas où est-ce qu'elle se place. Lorsque je compare à Fury, Fury, c'est pas un roman que j'avais trouvé exceptionnel, ça avait été une bonne lecture, mais je pense que je mets Fury avant Avide pour l'arrière-goût. Yes, j'ai lu mon dernier service de presse de 2024, puis ça tombe bien, j'en ai pas reçu en 2025, fait que je suis all good. J'ai lu Angelou, Rédemption de la fille du silence de Vicky Mujinga Kalambay. C'est comme une suite, comme je vous disais, là, du livre Moadi. Moadi étant l'histoire de sa mère, Angelou, c'est l'histoire de la fille. Mais je vous dirais que ça se lit quand même, ça pourrait se lire de manière séparée sans trop d'enjeux parce que on va retourner un petit peu sur ces événements-là. Donc, Angelou, elle a été mise en adoption par sa mère biologique. En fait, c'était pas son choix. Mais la famille de sa mère biologique l'ont placée en adoption. Elle a grandi dans une famille super aimante, dans la famille de Ndita. Donc, elle, c'était sa mère d'adoption. Elle n'a pas su de toute sa vie qu'elle était adoptée. Et sa mère biologique, c'est Moadi. Ce sont deux femmes très inspirantes qui ont beaucoup travaillé pour le droit de certaines minorités. Ndita, elle a eu un accident de voiture et elle est maintenant en chaise roulante. Elle a beaucoup travaillé pour les jeunes femmes handicapées. Et Moadi, elle a travaillé pour la communauté albinos de la région du Congo. Donc, on a aussi un petit aspect historique. On est au Congo au début, il y a plusieurs années. Donc, on va découvrir un petit peu l'aspect politique, historique de cet endroit-là. C'est un roman que je trouve qui ne fait pas dans la description. Ça va vraiment comme straight to the point, si je peux dire ça ainsi. Donc, on n'étire pas, l'histoire va assez rapidement. On n'est pas dans la description, on est comme dans l'action, on est dans les faits, ce que j'apprécie. Je suis plutôt du genre à apprécier que ça allait plus vite que moins vite. Donc ça, je trouve ça intéressant. Je pense que ça aurait bénéficié d'être un petit peu assis. J'ai l'impression que ça rushait, que ça voulait aller un petit peu vite à certains endroits. Tu sais, comme la vie là, des deux femmes et tout ça, même si je comprends que c'est peut-être pas l'objectif principal, puis tu sais, qu'il y a tout un dénouement vers la fin, je pense qu'à certains moments, ça va vite, puis ça nuit peut-être à l'attachement à l'histoire. Mais malgré tout, les sujets sont super intéressants, sont super touchants, donc je pense que malgré que ça va rapidement, je me suis attachée au personnage. J'aimais déjà Moadi parce que j'avais lu son histoire qui était, mon Dieu, ultra touchante. Donc ça, c'était un personnage que j'appréciais déjà beaucoup. Et j'ai découvert en Zita une femme aussi que je trouvais vraiment forte et résiliente, qui a eu une petite fille en adoption, qui devait partir ça avec son mari puis travailler ensemble. Finalement, lui était complètement absent puis c'est elle qui l'a élevé toute seule. Je trouve que ce sont de beaux parcours de femmes. Aussi, tout ce qui a été de leur rencontre et de leur désir d'être des mères ensemble pour Angelou. On sent toute l'influence quand même de la religion et du fait de croire en Dieu au travers de ce roman-là, du fait que le destin est décidé par plus grand que soi, puis c'est lui qui tisse les fils et qui nous ramène à ce qu'on doit vivre et aux épreuves qu'on a vécues et comment on va s'en sortir. Donc, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très satisfaisant dans la manière que ce roman-là est noué et dénoué, les intrigues et tout. J'ai trouvé que ça se lisait vraiment bien. Ça m'a pris plusieurs journées parce que je l'ai commencé étant malade, mais c'est un roman qui se lit là, en une journée ou deux maximum. Là. Tu sais, une fois qu'on embarque, on veut savoir est-ce que ça mène, puis c'est très intéressant. Donc, c'est une autrice que j'aime bien, Vicky Mujinga Kalambay, puis elle écrit aussi sur des sujets qui... Ben, on a tout le temps des femmes fortes, puis on est souvent au Congo, donc ça aussi, c'est quand même des éléments qui sont pas super communs, connus, et qui valent la peine d'être davantage mis de l'avant. Donc, on termine mon mois de janvier avec un segment abandon. Pour l'instant, le mois de janvier, c'est quand même bien déroulé au niveau lecture. Il y a eu des bonnes lectures. Et dans ce que je vous ai présenté, il y a quand même pas mes deux meilleures lectures du mois parce qu'elles vont faire partie de concepts qui vont arriver éventuellement sur la chaîne. Donc, somme toute, un bon mois de lecture, un bon début d'année.
Mais là, c'est ça. J'ai abandonné 3 livres au mois de janvier. J'hésitais à comme vous en parler parce que j'ai pas grand-chose à dire, mais là, je me suis dit, si je fais comme un petit segment abandon, ben vous vous attendez à ce que ça passe quand même assez rapidement parce que, 1, c'est difficile de faire des résumés sur des livres qu'on n'a pas terminés. 2, souvent, il y a pas grand-chose à dire d'autre que comme ça m'intéressait pas. Donc, je voulais juste vous les mentionner rapidement, puis on va passer à autre chose. On va terminer cette vidéo. Donc, Aporia, c'est le premier tome d'une série, je pense, d'idéologie fantastique, fantasy. Le premier tome se nomme Lance ou Malice de Bruno Massé. Je sais pas trop, je pense que c'est genre jeune adulte, ça se lisait quand même relativement bien comme l'écriture, mais je vous avouerais qu'il y a beaucoup de personnages, le monde est pas très campé, tu sais, on est dans un monde, ici ça dit là, de la dark fantasy, donc on est dans un monde vraiment différent du nôtre, qui est complètement imaginé, donc c'est ça qui me rattrapait un petit peu, j'ai lu un chapitre, j'ai lu 2 chapitres, je me souviens plus exactement combien de chapitres que j'ai lus, mais éventuellement, je me suis comme essoufflée, puis j'étais comme « Ah, j'ai pas d'émotion par rapport à ce livre-là, j'y tiens pas, donc je me suis pas posé plus de questions que ça. » Je l'ai abandonné. J'ai abandonné celui-là aussi, Les traducteurs imaginaires de Jean Delisle. Ce n'est pas de la fiction et c'est un ouvrage quand même assez poussé dans son sujet. Il y a vraiment une recherche en lien avec le métier de traducteur, puis des métiers de traducteur dans les romans et de la perspective qu'on a de ce métier-là et comment c'est traité et tout. Donc, les premiers chapitres, je trouvais ça intéressant, mais éventuellement, on a comme commencé à gratter plus, puis ça m'a perdu tout simplement. J'étais comme, je pourrais pas lire, là, 200 pages de ça se passera pas. Si tu 200 pages, c'est pas important, mais 250 presque. Donc, c'est ça. Je me suis lassée, puis j'ai abandonné. Mon troisième abandon, c'était le livre pour le club de lecture de Sylvain Desmenties. Donc, le club Desmenties, c'était Crash de J.J. Ballard. Puis, si vous avez écouté le live, vous savez que au départ, j'ai trouvé ça très, très cru. J'étais comme, OK, on était dans le mot très chirurgical. Il y avait vraiment une violence entre l'accident de voiture et le corps. Donc, il y avait comme un plaisir à avoir des blessures physiques causées par des accidents. Il y avait quelque chose qui les attirait sexuellement. Donc, toute cette sexualité dépravée, je peux pas vous dire que c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Donc, ça, au préalable, j'étais comme, les premiers chapitres, particulièrement le premier, mais après, ça continue un petit peu. J'aimais pas ça, là. J'étais pas fan du tout. Puis, éventuellement, on est comme sorti ça de l'hôpital. Je me suis rendu compte que j'avais comme pas beaucoup d'intérêt pour le protagoniste. J'ai continué un petit peu. Puis, un beau matin, je l'ai ouvert, puis j'étais comme, ça me tente pas. Donc, je l'ai laissé tomber. Voilà pour mes abandons du mois de janvier. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.